Bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir pour accueillir Aline Leroy. On a comme d'habitude un petit set de diaporamas pour éplanter le décor et Aline prendra un peu la parole pour l'introduction et beaucoup plus ensuite sur un sujet qu'on a voulu lui confier, apprendre à apprendre, qui est surtout dans la tech. On avait parlé de veille il y a quelques semaines. Après une expérience en reconversion, la question d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie, c'est un sujet clé. Tu as développé une expertise sur ce sujet et d'ailleurs avec une approche intéressante en saisissant l'occasion de monter une conférence en fait sur ce sujet et au fur et à mesure, tu as pu développer une prise de parole singulière et tu avais beaucoup interagi avec nous aussi sur les cahiers de vacances cet été de O'Clock. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est découvert et on voulait te donner carte blanche ce soir pour parler de ton sujet fétiche, en tout cas d'un de tes sujets fétiches. Je déroule la présentation et après, comme d'habitude, je parle beaucoup moins, en tout cas j'essaye de beaucoup moins parler, parce que c'est pas moi que vous venez voir ce soir. Le petit icebreaker que Audrey nous a prévu, c'est en tant qu'adulte, est-ce que vous trouvez que l'apprentissage est plus difficile avec des petits smileys qui vous donnent votre état d'esprit quand vous vous relancez dans des processus d'apprentissage lourds? Alors, je pense que la question est un tout petit peu orientée. Je pense qu'effectivement, en termes de plasticité, c'est plus plasticité cérébrale, plus on vieillit, plus c'est compliqué. Mais il faut garder, faut s'entraîner et il faut se lancer, mais n'hésitez pas à répondre. En général, j'aime bien aussi savoir où vous êtes géographiquement, comme ça nous donne une idée du décalage horaire ou de météo. L'Happy Hours, pour les gens qui sont là pour la première fois, c'est une heure de webinaire en direct, avec un accès donc direct aux conférenciers de culture, sur la culture tech et la reconversion professionnelle. Et on donne la parole à des invités triés sur le volet et qui ont quelque chose d'intéressant à raconter dans ce contexte. On a une apparition qui était... voilà, je laisse tout ça. O'Clock, deux mots pour ceux qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas. On est un organisme de formation au métier de la tech, entièrement à distance et en synchrone. Donc les cours commencent à 9h, finissent à 17h. On forme sur des formats intensifs, Bac+2, Bac+3-4 et à la rentrée prochaine, Bac+5, sur les métiers du dev, sur la cyber, d'où nos sujets et notre forte appétence sur la tech. Voilà, ça c'était la minute auto-promo. Vous pouvez aller voir sur le site notre catalogue de formation qui est très bien fait. Mais vous ne venez pas pour ça ce soir. Les intervenants, c'est surtout Aline. Si tu veux dire deux mots d'intro pour planter le décor, et puis après je finis de dérouler le slide, et après toute la parole est à toi jusqu'au bout. D'accord. Eh bien, moi, c'est Aline. Je suis développeuse web React Native chez Groupe Dadoun depuis 2022. J'ai commencé ma reconversion en 2020. Donc, j'ai connu les affres de la reconversion professionnelle. J'ai fait 2 bootcamps pour ça. Le premier, le wagon, et ensuite Open Classrooms. Et ça m'a permis d'avoir, dans un premier temps, en freelance, des premières petites missions et d'avoir donc mon poste actuel en juillet 2022. Voilà. Merci pour l'intro. Vous voyez qu'on est éclectique. Il y a des choses et des formats intéressants aussi chez nos confrères. Voilà. Après, on n'en fera pas trop de publicité non plus. Venez plutôt chez nous. Mais il y a aussi des gens bien dans les formations chez nos concurrents et confrères. Alors, le principe, le chat est assez ergonomique. Hein. Vous pouvez saisir les questions dans les fenêtres à disposition. C'est assez fluide, je pense, mais néanmoins, voilà, on a fait la petite capture d'écran qui va bien. Et la semaine prochaine, venez aussi. On aura Abby qui fera une intervention sur les préparations sur les tests techniques. Donc c'est très, très pointu aussi. On parlait de culture tech tout à l'heure.
Et il y avait aussi une alumni de l'école. Et je pense que le froid venant, la version initiale de la planche nous mettait au 21 décembre. Et en fait, non, il ne fera pas si froid que ça. C'est bien la semaine prochaine. Et c'est le 21 novembre. Inscription gratuite. Audrey vient de vous partager avec vous le lien pour la semaine prochaine. Venez nombreux. Voilà, N'hésitez pas, elle est top, hein. Elle a une énergie de Ouais, fou. ah ouais, ça va être. Bon. On a fait la préparation, honnêtement, ça va être super. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dispo. Il y aura le replay aussi, mais l'avantage d'avoir accès directement aux personnes, c'est que ça fait quelque chose aussi de vivant et sympa. Vous pouvez personnaliser vos questions. C'est à toi. Eh bien, alors je me suis présentée tout à l'heure, hein, avec ma nouvelle vie actuelle. Il faut savoir qu'auparavant, j'ai été professeure des écoles, pas très longtemps, mais un petit peu, et éducatrice. Donc tout ce qui a trait à la pédagogie et à l'accompagnement sont des sujets en fait qui me connaissent déjà un petit peu et auxquels j'ai déjà beaucoup réfléchi, même bien avant d'être développeuse aujourd'hui. Alors, apprendre à apprendre, on en entend souvent parler. C'est vrai que c'est une notion qui est assez récente, qui revient beaucoup aujourd'hui. Et ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là et pourquoi ça existe aujourd'hui. Et au travers donc de 4 lectures que j'ai effectuées moi-même et qui ont beaucoup forgé ma façon de penser aujourd'hui, comment déconstruire au travers de ça le mythe de l'intelligence et du talent. Parce que je pense que pour apprendre à apprendre, il faut aussi savoir remettre en question, tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on a intégré nous-mêmes, justement, sur, ce qu'est l'intelligence, ce qu'est le talent et sur cette impression qu'on peut avoir qu'il y a des personnes qui vont être douées pour quelque chose et d'autres non et peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc je vais vous présenter brièvement 4 ouvrages, qui m'ont marqué et qui vont me permettre d'étayer ça. Alors, l'ouvrage qui m'a le plus mis une claque sur ça et qui m'a fait me remettre en question, beaucoup, beaucoup, parce que je suis moi-même quelqu'un qui a pensé, énormément en termes de mérite personnel, qui a pensé qu'il y avait effectivement des talents, des génies et c'est au travers de Samakaraki, Le talent est une fiction, que je vous conseille énormément. C'est une neuroscientifique qui a fait beaucoup d'études sur le sujet et qui est vraiment très indiquée pour parler justement de tout ça et qui explique que le talent, ce n'est pas quelque chose d'inné comme on croit, qu'il n'y a pas des individus qui sont beaucoup plus méritants que d'autres ou qui sont mieux génétiquement prédisposés à réussir dans tel ou tel domaine. Et justement, elle remet un petit peu en place ce mythe en nous montrant que on est capable, totalement avec des bonnes stratégies, d'apprendre sans forcément avoir un espèce de talent. Et que le talent, d'ailleurs, se, se, se transmet, enfin, c'est quelque chose qui vient dans des circonstances, dans un environnement particulier. Enfin voilà, on va le voir ensemble. On a au travers aussi de Mathematica de David Bessis, que je vous conseille énormément aussi. Je trouve son travail formidable. C'est un mathématicien justement de l'ENS et qui a écrit un bouquin pour expliquer comment il pense qu'il a assimilé, qu'il a vécu intérieurement les mathématiques, sans se sentir lui comme une élite. Et justement, il invite au travers de ce bouquin à ne pas s'arrêter, à se dire justement que l'on n'est pas fait pour les mathématiques. Il n'y a personne qui est fait ou qui n'est pas fait pour quelque chose. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça formidable, surtout venant d'une personne où on penserait pas qu'elle remettrait autant en question justement sa vie et toute la méthodologie qu'elle a mis en place pour nous le partager, plutôt que de garder ce côté un peu élitiste des mathématiques et ce côté élitiste qu'on peut avoir aussi dans le code. Et 2 autres bouquins un peu plus pratiques, voilà, sur comment apprendre vite et bien et arrêter d'oublier ce que vous lisez. Bon, celui-ci, il a plus, un côté, créateur de contenu. Il y a aussi toute une dimension sur comment créer du contenu et cetera. Donc c'est un peu différent, mais c'est quand même pas inintéressant.
Alors, pour aller un peu plus, dans le détail, apprendre à apprendre, c'est quoi? Apprendre à apprendre, en fait, ça a été une volonté de réfléchir sur nos stratégies d'apprentissage, sur les méthodes que l'on va mettre en place et en fait, c'est ça, toute la dimension qui est très intéressante derrière de la notion apprendre à apprendre, c'est qu'il y a, une possibilité d'apprendre efficacement, d'avoir une méthodologie. En fait, il y a des bonnes manières d'apprendre, il y a des mauvaises manières d'apprendre. Il y a parfois des moments où vous allez passer 10 000 heures à faire quelque chose, pendant des années et des années, vous allez mais vous donner à fond et vous allez quand même avoir ce sentiment de stagner, de ne pas avancer, de ne pas progresser alors que vous travaillez dur et que vous donnez tout ce que vous avez et que vous donnez de votre temps. Mais peut-être parce que il n'y a pas une bonne stratégie, une bonne méthodologie derrière et pas parce que vous n'êtes pas doué. Il y a vraiment cette vision de se dire quand on n'y arrive pas, quand on voit qu'on stagne, de se dire: «Oh bah, non, la personne là, elle y arrive parce qu'elle, elle est douée et pas moi en fait. Peut-être que moi au final je devrais abandonner parce que c'est pas fait pour moi». Et si c'était pas vrai? Donc c'est pour ça que c'est très important, je trouve qu'on en parle aujourd'hui. Apprendre à apprendre, donc voilà, c'est avoir une bonne stratégie d'apprentissage. Mais pas que. Déjà, comme je vous disais, il y a des bonnes et des mauvaises manières de le faire. Donc la chose à faire, c'est de déjà essayer de comprendre comment nous on fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, pour trouver les méthodes qui vont fonctionner, les stratégies qui vont être efficaces. Le deuxième point, qui va être important dans votre façon d'apprendre, ça va être de ne pas négliger les pauses. Puisqu'on a tendance dans notre système à survaloriser les personnes qui, justement travaillent pendant des heures et des heures et des heures sans s'arrêter, sans jamais se reposer. Il y a vraiment, une survalorisation de l'image de la personne qui va sacrifier tous ses week-ends, sa famille, ses amis et va se, concentrer que sur sa tâche. Donc là, par exemple, l'apprentissage du code, admettons. Bon, oui, c'est totalement méritant et n'importe quel effort fourni est important et il faut en fournir. Mais pas que. Prendre soin de soi, pardon, de sa vie et prendre le temps de faire des pauses pendant qu'on travaille, c'est essentiel et vraiment très important. Et le troisième point, eh bien, ne pas négliger non plus, justement ça ce point-là, il est beaucoup, beaucoup en lien avec, le livre de Sama Karaki, «Le talent est une fiction». C'est le fait que les circonstances, l'environnement dans lequel on apprend et d'ailleurs j'ai vu, dans le chat, ça m'a beaucoup intéressé, les personnes qui disaient: «Oui, quand on est adulte, c'est difficile, c'est plus difficile d'apprendre parce qu'on a moins le temps, parce qu'on a d'autres responsabilités, parce que quand on est adolescent, on a moins de choses à penser». Il y a un côté très vrai. Les circonstances, l'environnement d'apprentissage, ils jouent aussi un rôle. Donc en fait, il y a une part, où, c'est important de se rendre compte qu'on est responsable, effectivement, des efforts que l'on va fournir, de notre apprentissage personnel, mais pas que. Il y a aussi un environnement de vie qui, c'est vrai, peut nous altérer, peut potentiellement, rendre un apprentissage plus difficile pour une personne et une autre et souvent d'ailleurs, ces inégalités d'une personne à une autre ou de la capacité à réussir d'une personne à une autre, elle peut aussi et surtout d'ailleurs se justifier par l'environnement à lequel cette personne appartient. Et ça dépend aussi de plein de choses. L'environnement, je parle pas seulement de l'environnement familial, je parle aussi d'un environnement culturel, je parle aussi d'un environnement social. C'est des exemples que Sama Karaki, donne très régulièrement, notamment lorsque il y a eu un temps où on pensait que, par exemple, la façon de se conduire d'une personne européenne et la façon de se conduire d'une personne asiatique, dépendait de gènes particuliers, eh bien, on s'est rendu compte que non, que c'était nos cultures qui nous façonnaient. Donc la façon dont on va concevoir notre apprentissage et dont on va se concevoir nous-mêmes, ça va aussi dépendre de notre culture et de la société à laquelle on appartient. Et après, de notre environnement, familial. Il y a aussi, un peu cet aspect que, dans un environnement familial où les parents mettent à disposition à leurs enfants davantage d'outils pour qu'ils puissent être dans un environnement d'apprentissage, le plus optimal possible
qu'un environnement familial où l'enfant ne va pas pouvoir bénéficier de tout ça, eh bien l'apprentissage, il ne sera pas le même. Et là, vous voyez on n'est pas sur, tiens, il est doué ou il n'est pas doué. On est sur ces différences qui peuvent se jouer ici. Voilà, c'était des parenthèses qui me semblaient assez importantes de faire avant de vraiment vous présenter les stratégies potentielles à mettre en place pour apprendre. Donc ne tombez pas dans le piège du talent, de penser que vous n'en avez pas, que vous n'êtes pas méritant, etc. Faut savoir aussi que le talent, elle prend beaucoup l'exemple, cette écrivaine aussi de Mozart, qui est très intéressante, où elle a pas mal appuyé le fait que Mozart vient d'une famille de musiciens déjà, que c'était pas les petits musiciens du coin non plus qui venaient. Il était entouré de très très grands musiciens prestigieux, et dont son propre père, qui a lui-même créé un manuel en fait de musique, qui s'est fait le pédagogue de son fils parce qu'il a voulu en faire un génie. Et ça fait quand même un environnement qui est particulièrement propice pour Mozart. J'ai trouvé ça très, très intéressant de voir cet aspect-là. Et donc ça permet aussi de montrer bien que, voilà, il y a un talent effectivement qui s'est exploité, ou en tout cas ce qu'on interprète comme un talent chez Mozart, mais peut-être parce qu'il a eu entre les mains tout ce qu'il fallait pour, et peut-être que ça aurait été différent autrement. Et ce qui est intéressant, peut-être qu'il aurait pu ne jamais faire le choix d'être musicien quand même. Il y a des choses qui ne nous déterminent pas à tout jamais. Voilà, c'est tous les aspects très complexes de l'apprentissage. En fait, il y a énormément de choses qui jouent. Alors, je vous disais, apprendre à apprendre, c'est une question de stratégie. Nous, on va se concentrer sur ce qu'on peut, en tout cas, prendre en main, en ayant conscience de ce qui influe sur nous, en ayant conscience que notre environnement est peut-être pas potentiellement le plus adapté pour nous. Donc, il ne faut pas culpabiliser, vous en vouloir si parfois vous parvenez moins à aller aussi loin que quelqu'un d'autre. C'est pas forcément vous qui avez un souci ou qui n'êtes pas doué, je le répète. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des stratégies d'apprentissage qui puissent vraiment vous aider. Et je ne vais rien vous dire de super formidable, vous allez voir, c'est assez rudimentaire même. Déjà, la première chose, et vraiment qui transparaît dans tous ces livres, et notamment le plus dans ces deux-là, qui sont un peu plus des cas pratiques, si vous voulez vous intéresser à des cas un peu plus pratiques, c'est qu'il faut être actif ou active dans son apprentissage absolument. Lorsque vous regardez un contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit un article, que ce soit un podcast, n'importe quoi que vous écoutez, ne le faites jamais passivement. Parce que déjà, dans ces moments-là, il y a énormément d'informations et le cerveau, en fait, il a une limite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir plus de 3 ou 5 informations simultanées, il me semble. Il y avait une histoire comme ça que j'ai vue dans le livre de Barbara Oakley, elle le précise, il y a une limite de ce qu'on peut enregistrer. Donc les 3/4 des trucs que vous allez entendre, ça va faire voilà. Et du coup, vous allez pouvoir, vous allez consacrer du temps à écouter 3 heures de podcast, 4 heures de podcast, 5 heures de podcast, ou 5 heures de vidéo, ou même beaucoup plus que ça. Alors vous allez sûrement savoir plein de choses, vous allez savoir ressortir quelques petites notions, mais pourtant, c'est pas ça qui va faire que vous allez apprendre et progresser. Lorsque vous voulez apprendre à coder, c'est d'ailleurs pour ça que des écoles proposent pas seulement des vidéos ou pas seulement d'écouter quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a aussi de la pratique, parce que c'est ça qui va vous faire progresser. Mais qu'est-ce qui va vous faire progresser quand vous regardez ces contenus-là? Eh bien, ça va être déjà de prendre des notes. L'une des meilleures manières d'être actif ou d'être active lorsque vous allez sur un contenu de ce style, donc une vidéo, un article ou un podcast, je parle vraiment des contenus passifs, eh bien, vous pouvez le rendre actif déjà en prenant des notes. La prise de notes, elle peut avoir, plusieurs versants. Vous allez avoir plusieurs méthodes. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui font des sketch notes, je vais y arriver, qui vont faire
des dessins, c'est-à-dire qu'elles vont faire une première prise de ce qui est dit et elles vont le réinterpréter en dessin. Ça peut être un très bon moyen de mémoriser ce que vous apprenez parce que ça vous oblige à dessiner, à avoir en fait une conception abstraite de ce que vous êtes en train d'écouter et d'en proposer une sur votre dessin. Une des deuxièmes façons que vous pouvez envisager, c'est aussi de faire des cartes mentales. La carte mentale, c'est pareil, ça vous oblige à résumer avec vos propres mots, avec votre propre compréhension du sujet, ce que vous êtes en train d'écouter. Ça, c'est aussi très important. Et c'est ce qui va vous rendre totalement actif ou active de ce que vous êtes en train d'écouter et vous obligera à bien enregistrer mentalement. Il y a les notes, les notes plus littéraires. Donc là, c'est une prise de notes où vous allez prendre des phrases telles qu'elles sont dites, etc. Et ensuite, à partir de ça, vous allez intégrer votre façon de comprendre une phrase ou votre façon de comprendre ce que la personne a dit. Et il y a des prises de notes qui sont les vôtres, tout simplement, qui sont écrites. Donc c'est celles que j'emprunte le plus pour ma part. Et d'ailleurs, je mets en place une des possibilités qui sont proposées par Barbara Oakley, c'est la prise de notes en 2 colonnes. J'aime beaucoup celle-ci. Elle peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, en fait, il s'agit de faire une colonne où on met comme une espèce de titre qui résume. Et la deuxième, c'est juste une phrase ou deux de ce qui a été dit. C'est ça que j'ai utilisé d'ailleurs pour les cahiers de vacances de O'Clock. J'ai fait cette prise de notes en 2 colonnes parce que déjà, ça m'oblige à essayer de comprendre la cohérence d'ensemble de ce qui est dit, en fait, dans le contenu. Et ensuite, à essayer de rendre un peu plus concis de ce que j'ai compris, en fait. D'avoir quelque chose voilà, d'assez court parce que je trouve ça aussi plus lisible. Comme ça, je vois les différentes étapes et visuellement, je trouve ça plus sympa quand je vais les relire ou quand je veux essayer de récupérer mon information ou de m'en rappeler. Donc toute cette manière-là, c'est des façons actives, voilà, de prendre du contenu. Mais en tout cas, ne prenez jamais le parti d'être passif. Pareil, lorsque vous prenez votre prise de notes, ne notez pas tout ce que la personne a dit tel quel. Essayez de faire votre propre phrase à vous. Plus vous allez faire cet effort mental d'essayer de faire votre propre phrase, déjà, plus vous allez vous rendre compte de ce que vous avez compris ou pas compris. Et ce que vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Vous avez toujours votre note, vous pouvez reprendre et ça ne vous empêche pas de faire des recherches, d'essayer d'aller voir ce que vous n'avez pas compris et de l'approfondir autrement. Ou même de poser des questions, de demander tout simplement, bon, excusez-moi, ce concept-là, je l'ai noté, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. N'hésitez pas, l'échange, ça peut vraiment vous aider. Si vous faites ce travail-là, vous allez beaucoup mieux mémoriser ce que vous êtes en train d'écouter. Et en plus, donc, vous parlez tout à l'heure de plasticité cérébrale. Eh bien, parce que c'est ça, apprendre, en fait, c'est faire des liens. C'est permettre à nos neurones de se connecter entre eux et de faire ces liens en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre. En fait, quand vous écrivez, quand vous êtes actif dans ce que vous faites, quand vous écoutez quelque chose, vous prenez déjà l'information et vous avez déjà des premières petites connexions qui se font. Et ça va, c'est ce qui va permettre votre cerveau en fait, de se configurer d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on parle de plasticité cérébrale aussi, c'est parce que peu importe ce que vous voulez apprendre, ça peut toujours changer aussi. Ça ne reste pas figé dans le marbre. Si un jour vous apprenez le code et puis que vous voulez apprendre autre chose, rien ne vous en empêchera. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Après, le reste, ça va dépendre des méthodes que vous avez mis en place, de l'investissement que vous pouvez mettre dedans. Et au final, alors je ne vais pas dire que c'est tout parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, tout ça. Mais voilà en gros comment ça fonctionne par rapport à ça. Voilà, concernant les stratégies de prise de notes. Si vous voulez plus de détails, vous avez justement arrêté d'oublier ce que vous lisez, qui met énormément de ressources et de détails. Et d'ailleurs, même des ressources que vous pouvez utiliser, des outils, notamment avec votre ordinateur, parce que je tiens à le préciser aussi, la prise de notes,
vous pouvez l'apprendre avec ce que vous voulez. Peu importe, ça peut d'ailleurs, ça doit même être quelque chose d'assez rapide, et pas quelque chose de pénible pour vous. Aussi, ça c'est assez important, quand vous écoutez quelque chose, le tout, comme je vous disais, c'est pas de tout réécrire, c'est pas de rendre cette tâche, horrible. C'est que ce soit quelque chose de rapide et de simple pour vous. Et le plus simple pour vous, ça peut être de prendre votre téléphone que vous avez sous la main, ça peut être d'enregistrer une idée que vous venez d'avoir, ça peut être d'enregistrer une impression que vous avez sur un podcast. Vous avez même des outils, par exemple comme, Google Keeps, il me semble, qui peut, par exemple, garder des petits morceaux et que vous pouvez préserver. Vous pouvez garder des enregistrements, des écrits qui vous intéressent dessus. Ça peut être, pour ma part, j'utilise aussi énormément, voilà, ma Kindle. Elle est remplie de notes écrites, parce que dès que j'ai une idée, dès que je pense à quelque chose, dès que je lis quelque chose, hein, comme tous ces bouquins, ils ont tous leur prise de notes, ils ont tous leur petit dossier, leur papier, toujours. Parce que écrire, alors c'est pareil, ça fait partie de ce qui peut vous aider à consolider tout ce que vous apprenez. Lorsque vous écrivez, déjà vous vous entraînez à essayer de comprendre. Écrire, ça vous oblige, pareil, à reprendre, à récupérer. On parle de récupération de l'information, à essayer de la rechercher. Ça peut aussi se faire au travers d'exercices, etc. Voilà. En gros, pour tout ce qui concerne les conseils que je peux donner sur la prise de notes, etc., de contenu totalement passif. Les autres éléments qui vont vous permettre de progresser, ça va être, eh bien, de pratiquer, de faire des exercices sur des notions qui vous intéressent, et si ce que vous apprenez implique des pratiques particulières, comme par exemple l'apprentissage du code. Puis c'est le sujet ici, je suis développeuse web, vous voulez potentiellement devenir peut-être web designer ou développeuse, que sais-je. Dans tous les cas, il va vous falloir, en plus de ça, de la pratique. Dans la pratique, ce que je peux conseiller pour ne pas stagner non plus dans la pratique, ça va être de se lancer assez régulièrement des défis. Quand je dis des défis, pas des choses forcément insurmontables, hein. Ça peut être, je vois une notion qui m'intéresse, je sais pas, par exemple, les arrêts, le fonctionnement des tableaux, en JavaScript, comment est-ce qu'on va faire fonctionner les index, etc. Et ça peut être se dire, bon bah tiens, voilà, je vais faire cet exercice sur les arrêts parce que j'ai pas trop compris comment ça marche, et je vais essayer de faire, je ne sais pas, mon premier fetch. Voilà, jamais fait de fetch, jamais fait d'appel pour récupérer un arrêt. Je vais essayer de faire ça. Bon. Eh bien voilà, vous donnez un objectif et vous vous dites, je vais faire ça. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que de faire ça, ça va vous obliger du coup à reprendre des notions que vous connaissez déjà, qui va être, par exemple, cette notion d'arrêt avec des index et des objets à l'intérieur, donc de tableau, un peu de boîte avec, par exemple, je sais pas, une pomme, une banane et une pêche, et de vous dire: «Bon, bah, cette pomme, cette banane, cette pêche, j'ai envie de les récupérer. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai appris qui me permette de récupérer cette pomme, cette pêche et cette banane?» Et ça, en fait, c'est tout bête, hein, mais ça va vous obliger à forcer sur vous-même pour dire: «Attends, mais oui, je sais qu'il y a la méthode fetch qui existe et que je peux réutiliser. Ah mais oui, c'est vrai que quand je veux récupérer, quelque chose, je vais avoir besoin, de la requête get, et puis une requête get, en fait, ça me permet, de récupérer au travers, du serveur, etc., mes informations et de les afficher, etc.» Bon, en fait, il y a plein de choses qui se passent derrière tout ça, hein. Je résume ça vraiment très brièvement, mais ça vous oblige, du coup, vous voyez, à resituer beaucoup de notions, mais toutes ces notions que vous allez récupérer, elle va vous faire monter vers une compétence supplémentaire, et plus vous vous mettez au défi, et mieux ce sera. L'un des 2 éléments qui peut aussi fonctionner, c'est de ne pas hésiter à vous réexpliquer les concepts que vous avez du mal à comprendre, à vous entraîner, à dire:
Ok, donc tel concept, c'est ça. Ou à faire comme si vous deviez expliquer un concept assez compliqué à un enfant de 5 ans. Un peu comme on demande souvent à ChatGPT, on lui demande souvent de nous réexpliquer des concepts simplement. Eh bien, nous obliger à faire ce même exercice mental. Pourquoi est-ce que ça peut nous faire progresser et pourquoi est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, Barbara Oakley le décrit dans son bouquin parce que ça nous oblige à faire ce qu'on appelle de la récupération d'informations ou du rappel. Et en fait, ce rappel consolide nos connexions neuronales. Plus on s'oblige à aller rechercher des informations que nous avons ou en tout cas que nous avons déjà vues même 1 ou 2 ou 3 fois, plus on va consolider cette information dans notre mémoire et au travers de nos connexions. Et après, en fait, ça va libérer de la place dans notre tête. Parce que arrivé à un moment, à force de répéter, à force de reprendre, à force de re-rappeler tout le temps les mêmes choses, vous finissez par tellement les intégrer qu'après, vous n'aurez plus besoin d'y penser pour les reprendre. Et ça vous permettra d'aller encore plus loin. Parce que l'objectif de faire ça, c'est de libérer de la place aussi dans votre tête. Forcément, si le cerveau il est rempli de plein de choses, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer d'autres choses. Donc, plus on va par étapes, plus on prend le temps de comprendre et de consolider les concepts que l'on apprend, et mieux ce sera pour pouvoir aller ensuite plus loin. Voilà, en gros, pour tout ce côté pratique. Bon, très bien, vous allez me dire, je continue dans mon petit, blabla, mais parfois on manque de temps, parfois on manque de motivation, parfois on manque d'autodiscipline aussi et il y a des moments, c'est fatigant quand même. Bon, quand c'est comme ça, justement, l'un des conseils qui est régulièrement donné et que je donne aussi, le premier point, c'est de ne pas hésiter à faire des pauses, déjà quand vous en avez besoin. Quand vous travaillez beaucoup, autorisez-vous les pauses. Ne faites pas attention aux messages sur les réseaux sociaux, et cetera, qui disent: «Oui, moi je travaillais pendant 6 heures, d'affilée pour y arriver, il faut faire que travailler, parce que les efforts c'est que ça, c'est pas autre chose». Oui, c'est vrai, mais si vous vous organisez, de façon à pouvoir consacrer un moment à vos efforts, mais un petit moment pour vous, eh bien, ça va aussi très bien fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'une des méthodes qu'elle conseille, Barbara Oakley, qui est très, très connue, c'est la méthode Pomodoro. Je ne l'utilise pas personnellement, j'ai jamais trop essayé, j'en ressens pas le besoin. Pour les personnes, qui ne connaissent potentiellement pas, en fait, il s'agit de faire en gros, une alternance entre 20 minutes de travail concentré, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de notification d'ouverture sur l'ordinateur ou autre. Vous vous concentrez que sur votre tâche. Pas de choses distrayantes autour de vous. Et pendant 5 minutes, vous laissez un petit moment de pause pour vous. Voilà, c'est votre moment. Et d'ailleurs, ce petit moment de récompense, il peut vous aider à tenir. Pour les personnes pour lesquelles c'est peut-être difficile d'avoir 2 heures d'affilée comme ça, sans se poser, eh bien peut-être que ça peut être une bonne technique d'avoir un fort moment de concentration et d'avoir ce petit moment de pause qui est votre récompense. Et après, vous reprenez les 20 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces moments de pause? Pourquoi? Alors parce que ces moments de pause, c'est pas seulement parce qu'on fatigue, hein. C'est surtout parce que c'est là où vos connexions elles vont se construire. Alors il faut savoir que en fait, il y a 2 modes chez nous. On a un mode diffus et le mode concentré. Le mode concentré, c'est quand on est en plein sur notre tâche et ce qu'on est en train de faire. Le mode diffus, c'est quand, pendant un demi-seconde, rien que le fait de se dire: «Ah tiens, je mangerais bien des spaghettis ce soir», c'est un mode diffus. Et cette pause, lorsque vous la faites, vous êtes, bah, dans votre mode diffus. Mais ce mode diffus, c'est à ce moment-là qu'en fait, il fait ses connexions. C'est lui qui vous permet, que tout se mette bien comme il faut, là, toute votre concentration que vous avez mobilisée pendant 20 minutes et bah, votre cerveau, il fait son petit rangement à ce moment-là. Alors quand vous insistez, alors que vous en pouvez plus, alors que là vous êtes face à un bug et le bug, vous n'y arrivez pas, vous êtes là, vous vous dites: «Oh là là, c'est pas possible», mais vous voulez pas vous arrêter parce que vous avez un bug et ça vous énerve
Et moi, combien de fois ça me l'a fait? Quand je suis face à un bug et que j'ai envie de le régler, eh bien, très souvent, et je pense que je ne suis pas la seule qui a remarqué ça, et je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à l'avoir remarqué, quand on fait une pause, qu'on s'en va, qu'on fait autre chose et qu'on revient, on se dit: «Oh purée, ça fait 3 heures ce bug, il me prend la tête. En 5 minutes, on n'en parle plus». C'est fou quand même. Eh bien parce que pendant ce moment où vous vous êtes dit: «Ouais, c'est bon, je lâche l'affaire là, j'en peux plus», eh bien, il s'est passé, ça là-dedans. Votre cerveau, il a fait les connexions et c'est ce qui vous a permis de venir avec un esprit beaucoup plus clair sur votre bug et vous avez gagné du temps. Et peut-être que si on avait accepté de lâcher le bug un petit peu avant au lieu d'y passer 4 heures, eh bien, on aurait gagné du temps justement. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à diaboliser ce côté, de prendre un peu, du temps pour soi et cetera, alors qu'en fait il est, essentiel. Et ces 5 minutes de pause, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être passer un petit coup de balai, ça peut être s'allonger dans votre lit, ça peut être, ce que vous voulez. Alors la seule chose, qui n'est pas conseillée, alors que moi j'ai du mal à ne pas faire, mais que j'essaye de m'obliger à faire, c'est pendant ces 5 minutes, en fait, de faire de l'écran. Barbara Oakley, elle explique que l'écran, en réalité, nous mobilise énormément d'énergie. Ça nous fatigue mentalement. C'est une énorme fatigue mentale, on n'en a pas conscience. Mais en fait, si vous avez besoin de mobiliser beaucoup d'énergie pour une tâche, sachez que l'écran a tendance à faire un peu un effet de multitasking qui va vous perturber et qui va vous fatiguer beaucoup plus vite. Donc elle le déconseille assez fortement. Et tout comme elle déconseille d'ailleurs d'être trop multitâche, de faire trop 150 trucs en même temps. Parce qu'en fait, vous prenez, vous grappillez un truc là, et puis là, et puis là, mais vous prenez pas assez le temps du coup d'être vraiment concentré sur votre tâche principale et de l'intégrer. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important aussi, de prendre conscience que malheureusement, les écrans, c'est peut-être potentiellement pas une bonne pause. J'ai tendance à le faire personnellement, donc voilà, c'est pas très bien. J'ai remarqué que les moments où je le laissais, effectivement, j'étais quand même mieux, donc j'essaye un peu plus de laisser mon téléphone, quand je fais une tâche qui est importante. Donc n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Je sais que ça fait un petit peu diablotin, mais c'est bien d'en avoir conscience. Donc voilà, en gros, sur, tout ce que je pouvais avoir à dire, sur, les petits conseils, à avoir, pour apprendre à apprendre. Eh bien, merci, merci beaucoup, parce que c'est à la fois sourcé, tu as commencé par là avec un peu de théorie et des bouquins pour approfondir tout ça, et puis ancré dans une expérience réelle, et tu viens pas comme une théoricienne parfaite, tu dis bah voilà ce qu'il faudrait faire, et puis avec l'humilité de se dire bah je sais que c'est pas forcément toujours ce qu'il faut faire, et malgré tout c'est tentant d'avoir le téléphone ou l'écran et l'écran à côté. On va prendre progressivement des questions, mais est-ce que tu as vu aussi la partie, le bouquin de Cal Newport, Deep Work, qui explicite aussi ces questions de travail profond, et qu'en fait on a en fait un temps de mémoire, on peut se concentrer à fond, et effectivement lui déconseille complètement le multitasking. C'est un bouquin qui avait pas mal marché, qui peut aussi compléter l'approche de façon intéressante, parce que la limite du Pomodoro, vous le sentez, on avait un papier sur l'état de flow sur le site, hein, il y en a plein partout, mais l'état de flow, c'est un moment de concentration extrême Oui. où on a un équilibre entre ce qu'on sait faire et la difficulté. On ne s'ennuie pas, et en même temps, on n'est pas harassé par la mission qu'on a, ou le défi qu'on s'est donné. Et en fait, c'est un moment où on est, je vais dire un moment pas de clairvoyance, mais on est très pointu, très précis. Et avec le Pomodoro, parfois, on s'interrompt au moment où on est dedans, et ça peut être un peu gênant. Et donc, c'est ça, tu dis de toute façon, tu n'utilises pas le Pomodoro, mais moi, je trouve que le délai du Pomodoro, en fait, parfois, il va être coupé à un moment où tu es chaud, en fait. Oui. Et voilà. C'est ça, Euh, je pensais un peu pareil, j'ai du mal parce qu'il y a des moments où, on va avoir cette concentration, très, très prononcée sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et on va être très bien.
Et c'est vrai qu'on peut se retrouver coupé, alors qu'on n'avait pas besoin d'être coupé dans notre tâche ou d'être coupé dans notre flow, comme tu dis. Et c'est vrai que je trouvais ça dommage. Bon, je suis aussi gênée par le côté très chronométré. Le temps, ça peut être quelque chose un peu anxiogène, je trouve, d'avoir toujours un peu le temps, pas toute la journée sur soi. Bon, voilà, c'est plus une impression personnelle. Je pense que la méthode Pomodoro, elle est très bien quand, on a du mal à se concentrer, justement, qu'on n'est peut-être pas habitué à le faire et qu'on a peut-être besoin de travailler ça. Donc peut-être que ça peut être une entrée en matière pour petit à petit, entrer dans le voilà, j'apprends à me concentrer sans me perdre, partout et après, je lâche et puis petit à petit peut-être que se défaire du Pomodoro parce qu'on sent qu'on est capable de se concentrer, suffisamment soi-même. Bon, C'est voilà, c'est- c'est- en gros, c'est très juste comme dynamique parce qu'en fait, le Pomodoro exige, si tu veux valider ta tomate, d'être monotâche, monomaniaque pendant un laps de temps. Et donc, ça t'oblige de te mettre dans des conditions de couper les notifications du téléphone, etc. Et c'est vrai que comme entrée en matière, quand tu as des problèmes de concentration, ça peut être une bonne entrée. J'ai 10 000 questions à te poser, mais je vois qu'il y a aussi des questions du public. Donc, c'est aussi Victor qui te pose une question personnelle en fait sur ton parcours, qui précise que bon, voilà, tu étais professeur des écoles et que tu es devenue développeuse. Et comment tu as vécu en fait cette transition ou reconversion professionnelle, parce que il est lui-même prof et il envisage de suivre ton chemin. Voilà. Eh bien, pour ma part, il y a eu, des hauts et des bas. Bon, déjà, ça a été une décision que j'ai prise, parce que je voulais changer de vie. J'ai fait de l'accompagnement toute ma vie et à la fin, je m'ennuyais un peu, j'avais besoin d'autre chose. Je sentais que vraiment il me manquait quelque chose. Alors mon envie d'être développeuse, en fait, elle est venue, grâce au covid. Alors comme beaucoup de personnes, je pense. Et en fait, je m'ennuyais, j'ai commencé à regarder des MOOC, à regarder un peu ce qu'ils faisaient pour plus m'ennuyer et en fait, j'ai commencé à coder et j'ai commencé à voir que je m'amusais super bien, à coder et cetera. Et en fait, à force de faire des recherches, de regarder ce qui se faisait, et les promotions de certaines écoles justement qui offraient des formations, j'ai commencé à me dire: «Ah mais en fait c'est à ma portée». Parce que j'avais la vision de pour être développeur web, il fallait faire des super, études d'ingénieur. Je sortais de 5 ans, d'études, à l'université, j'avais vraiment pas envie de recommencer. Et puis bon, je me disais en plus, tu as une littéraire, qu'est-ce que tu veux faire, dans un truc, qui est plutôt scientifique? Tu es pas faite pour ça. D'ailleurs, vous voyez, je pensais comme ça, hein. Et en fait, arrivé un moment, je me suis dit: puis mince, ça me plaît, j'aime beaucoup, on m'offre la possibilité de me former dans ce domaine. Écoute, allons-y, on verra bien. J'ai envie de changer de voie, j'ai envie de faire autre chose». Et j'ai commencé là. Alors les débuts, ça a été un peu compliqué. Alors le wagon, je m'y suis pas plu, alors pas parce qu'ils sont pas bien ou quoi, c'est juste un ressenti personnel. En fait, ça a été beaucoup trop vite. Je vais vous dire, je suis sortie de 3 mois de ça, j'avais rien compris. Je sais toujours pas, pourtant j'avais fait des requêtes SQL, je sais toujours pas ce que c'était SQL, une API, je sais toujours pas ce que c'était non plus. On pouvait me redemander ce que c'était une API, et là, bah, je sais pas. Quand on me demandait de faire, pour vous dire, au début, la première fois qu'on m'a demandé de faire un site responsive et qu'ils avaient expliqué ce que c'était que responsive, j'étais là. Je voyais que tout le monde avait compris sauf moi, je peux vous dire. Et là, j'étais là, c'est quoi responsive? Enfin, bref, en tout cas, je suis ressortie de cette école, j'avais mes petites bases, j'avais fait mes petits exercices d'arrêt et tout ça. Alors pareil, moi, ça m'a beaucoup gêné de faire des bases au début. Parce que le problème de faire des bases au début, c'est que je comprenais pas l'intérêt des bases que je faisais. En fait, j'ai commencé à comprendre, pourquoi c'était important de savoir manipuler un arrêt, un tableau, en fait, en développant, des projets avec. Et en fait, au début, comme j'avais les exercices avec un arrêt à part, ce que je comprends comme approche, mais pour moi, je vous cache pas, ça m'a pas fait sens du tout. Donc du coup, c'est une formation qui m'a pas beaucoup apporté personnellement. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est personnel encore une fois. C'est pour ça que j'ai été chez Open Classrooms. Alors d'ailleurs, ce qui a été dur, c'est pour ça que je dis débat, parce que vous savez, quand vous avez toute votre promo qui arrive très bien, et pas vous, vous êtes la seule qui avez le sentiment de pas comprendre,
Eh bien, justement, je me suis sentie nulle. Voilà, cette tendance à se dire: «Bah oui, je suis pas douée en fait, c'est vrai, je suis nulle, je sais pas pourquoi j'ai fait ça». Mais bon, je me suis dit: «Allez, bonne patte, je vais quand même continuer avec Open Classrooms». En parallèle d'ailleurs, ce qui était pas évident, c'est que je continuais à travailler alors que je me traînais un peu un burn-out, mais il fallait bien vivre. J'avais un temps partiel à côté en tant qu'AESH en lycée professionnel, donc auprès, d'un élève en terminale. Donc bref, je gérais ça plus la reconversion. Et Open Classrooms, j'ai préféré. Parce qu'Open Classrooms, en fait, j'avais des projets, il y avait le côté autonome. Comme je suis quelqu'un de très, très, très autonome, j'aime bien en fait, j'apprécie particulièrement. Mais ça, c'est pareil, c'est personnel, voilà. Si par exemple, vous êtes, pas trop, vous aimez pas trop être tout seul, je vous conseille pas Open Classrooms. Voilà, c'est très bien, mais vous êtes un peu alone, hein, je préfère le dire. Mais j'ai aimé cette configuration parce qu'on avait des projets et l'objectif, c'était de faire ces projets et de les présenter. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, à ce moment-là, c'est tout bête, mais j'ai pu aller chercher, apprendre à chercher déjà mes propres outils seule, à savoir comment faire pour me débrouiller quand j'ai un pépin. Ça m'a obligé d'aller communiquer avec les autres, parce que ça, c'est super important, je ne l'ai pas dit, hein, mais communiquer avec les autres lorsque vous apprenez, c'est très, très, très important. Vous savez, si je suis développeuse aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est pas seulement mes efforts. Et il y a beaucoup de personnes où c'est le cas, c'est pas seulement les efforts. Et d'ailleurs, Sarah Kamaki, elle le précise, c'est aussi toute la force de communauté, d'échange, de partage que vous pouvez avoir autour de vous. Donc, quand vous avez un questionnement, quand vous avez un problème, quand vous avez quelque chose qui va pas, n'hésitez pas du tout à aller parler à d'autres développeurs et développeuses. Parce que moi, ça m'a permis d'avoir mon travail aujourd'hui et ça m'a permis d'avoir, mais alors, des échanges géniaux. Il y a eu des moments où j'ai beaucoup douté, dont pendant ma reconversion. C'est ce qui m'a donné la force de rester et de continuer, je peux vous le dire. Et il n'y a pas eu que moi. Donc, c'est très important aussi de prendre conscience que le mérite, il n'est pas que personnel et que individuel, mais c'est aussi tout un ensemble de choses autour de nous qui va faire que. Donc, si vous voulez vous lancer et que parfois c'est dur pendant votre conversion, entourez-vous, parlez, même voilà, des développeurs ou développeuses avec qui vous sentez que vous pouvez peut-être en dire un peu plus. N'hésitez pas. J'ai eu une période, par exemple, où j'avais des gros soucis financiers parce que je gagnais très peu avec mes temps partiels. C'était affreux. Et j'ai eu une période vraiment très dure, très, très sombre pendant ma reconversion. Et en fait, le fait de pouvoir échanger avec un dev, même juste une petite heure, sur, ma situation, sur le fait que je me sentais seule, que je savais pas comment faire pour, progresser parce que j'avais fini mes écoles, je savais pas quoi trop faire, pour y arriver. Bah, en fait, le fait de parler à cette personne, qu'elle me tende la main, et qu'elle me donne, beaucoup de conseils, ça a tout changé. Ça a fait que je suis restée. Donc voilà, j'en profite aussi pour, offrir ce petit message. Il me semble d'ailleurs que O'Clock est très, très top sur ça, et qu'ils prennent vraiment le temps d'accompagner. Enfin, c'est le retour que j'ai très souvent vu, autour de l'école en tout cas. Bah, si tu m'autorises 1 minute 30 d'autopromotion, en tout cas sur l'attention que nous on porte à cette dimension d'encadrement, en fait, les, les gens qui viennent chez nous, s'ils sont déjà calés, qui ont déjà un bon niveau en informatique, quelque part, ils n'ont pas besoin de nous. Quand ils connaissent déjà un ou deux langages très bien, bah, tu peux connaître le troisième, le quatrième, parce que finalement, tu vois comment les langages fonctionnent. Et le choix qu'on prend, nous, c'est de se relever le défi de voir avec des grands débutants sur 8 à 10 mois de formation. C'est très intensif. Hein. Clairement, les gens qui sont là, ils peuvent se le dire. Hein, c'est 35 heures par semaine avec des vrais gens. Parce qu'en fait, tu peux donner des PDF, des vidéos, et à un moment donné, tu es un peu tout seul face à toi-même, et les modalités d'interaction de type quiz, etc., c'est bien dans un premier temps, pour certaines choses, mais il y a un moment, les questions que tu te poses, d'autres personnes les posent. Et le formateur, le fait de reformuler à un moment une question particulière, fait qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, et l'ancrage est complètement différent. Et sur la communauté,
Alors, sur la communauté qu'on trouve en informatique, c'est vrai qu'il y a une solidarité de développeurs quand les développeurs jouent le jeu. C'est-à-dire que s'ils se cassent la tête, ils font les efforts, quel que soit leur niveau, mais d'avoir regardé, vraiment cherché d'être bloqué, eh bien, il y a souvent quelqu'un, particulièrement dans la communauté open source, mais il y a quelqu'un qui peut t'expliquer comment tu passes au stade supérieur et qui transmet aussi. Et c'est quelque chose de très chouette dans ces métiers. Et nous, on a recruté des développeurs plutôt que des formateurs, hein, pour l'essentiel, qui ont cette passion de la transmission et de l'encadrement, avec effectivement beaucoup de personnes pour avoir ce suivi individualisé, en plus des classes et des vidéos, des temps en peer learning. Là aussi, je ne veux pas être peer programming je veux pas, comment dire, dévoiler toute notre ligne éditoriale, mais on a des articles en préparation sur ces sujets aussi. Mais la communauté fait beaucoup, parce que ça porte dans les moments de doute. En fait, à un moment ou un autre, on sait quand on court des marathons ou qu'on fait du vélo sur des longues durées, en fait, il y a des moments de doute et il y a quelqu'un qui peut nous aider sur un temps donné à passer le témoin, quoi. Voilà. C'est vrai que cette dimension-là est très, très, très importante. Sur le talent, je ne sais pas si tu connais, parce que sur le mythe du talent, c'est vrai qu'il y a un côté, tu vois, des gens qui ont de la chance, en tout cas, qui savent ou qui ont su complètement exploiter leur potentiel. Il y a eu des expériences de pédagogie, justement avec cette idée que le talent n'existait pas, d'un pédagogue alors hongrois, alors dit comme ça, si on n'est pas familier avec l'Europe centrale, c'est pas toujours évident, mais Laszlo Polgár, qui en fait a décidé de dire, voulait démontrer justement qu'il n'y avait pas de génie, et pour le montrer, il a pris quelque chose de très théorique, à savoir les échecs, et il a formé ses filles aux échecs très très tôt. Et notamment, il y a Judith Polgar, hein, qui est pour les joueurs d'échecs, est devenue voilà, championne du monde, a battu aussi des champions du monde connus, notamment dans un match exhibition avec Boris Spassky, et vraiment démontrant en fait que bien accompagné, bien éduqué, on arrive à faire sur quelque chose presque très très abstrait, hein, les échecs, une expérience de pédagogie et de faire des champions du monde en fait, et toute la fratrie a bien réussi. Donc ça met de l'eau à ton moulin en fait, hein, sur Bah, en fait, je le trouve ça talent. très drôle parce qu'elle prend cet exemple-là, justement. Elle en Ok. parle. Je l'ai Exactement. pas lu, celui-là, je l'ai pas lu. Il est récent, Mais très très récent. ouais, Ouais. c'est bientôt Noël, donc si vous voulez m'envoyer des bouquins pour Noël, regardez. Euh, tu as parlé du bouquin aussi de Barbara Oxley. Il y a un MOOC, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Il est en anglais. Qui doit durer entre 10-12 heures, quelque chose comme ça. C'est très Mhm. didactique, c'est très accessible, et ça illustre vraiment tout ce que tu as raconté. Elle est très très claire sur comment le cerveau fonctionne et tout. Parce que les bouquins, parfois, faut mixer, mais le bouquin, ça demande de l'énergie en fin de journée. Le MOOC, pour mixer et trouver son style d'apprentissage, ça peut donner aussi voilà, un souffle supplémentaire. Donc, Oui. je ne sais pas si tu l'avais vu pendant le Covid ou si tu as eu le temps de voir ce qu'elle faisait en MOOC avant de sortir le bouquin en France. Non, pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. On mettra la référence, hein, je Oui. pense que ça fera partie des choses utiles. Je fais un clin d'œil aussi à un des premiers Happy Hours qu'on a fait avec Julien sur l'infobésité. Et il recite sur le multitasking, voilà, c'est l'occasion de foirer plusieurs projets en même temps. Et donc, par rapport aux concentrations, il y a plein de choses, il y a plein de choses intéressantes à raconter. Donc, il y a pas mal de questions, tu le vois dans le chat, des gens qui sont vraiment intéressés aussi à ton parcours, donc qui voudront en savoir plus en passant éventuellement par LinkedIn. On a diffusé ton profil, donc je pense que si c'est fait avec politesse et sans être trop chronophage, ce sera volontiers. Euh,
Mais je veux pas Oui. répondre à ta place. Mais je voyais ta tête, Ah, donc en tout cas, il y a pas de souci, n'importe qui a des questions, tout ça, vous pouvez, venir m'en parler si vous, pareil, si vous passez par, des périodes de vie un peu compliquées, que vous posez beaucoup de questions, vous êtes en reconversion ou c'est compliqué, bien n'hésitez pas à venir m'en parler, j'ai connu ça personnellement et je sais que ça peut potentiellement vous aider si vous avez besoin de parler à quelqu'un en tout cas, pour vous et pour que, bah, vous lâchiez pas le morceau. Allez, je vois les petites questions. ouais, tu vois les questions. Oh. Alors, Nathalie, donc où est-ce que vous avez commencé à coder pendant le Covid avant de vous former? Eh bien, j'avais commencé. Là, venez chez nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce qu'en fait, on peut durer pendant des heures, mais on va pas non plus abuser du temps de chacun. Euh, ah ouais, est-ce que tu avais fait des stages pendant Data Engineering? Donc, il y a une question, est-ce que tu avais fait des stages pendant Non, j'ai pas fait de stage. J'ai tout de suite été. Alors, faut savoir qu'en 2022, il y avait peut-être un peu plus d'offres, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé mon emploi de 2 ans après. J'ai pas cherché pendant des mois non plus, donc je l'ai eu assez rapidement, mon emploi quand même. Euh, Après, oui, je vous cache pas que ça a été un peu difficile parce que bah, j'ai pris un premier emploi, pareil, sans être vraiment très, très, très aguerri à 100%. Et il y a plein de choses que je ne savais pas à ce moment-là et que j'ai appris en fait au fil de mon poste. Alors vous avez des entreprises qui sont ouvertes à ça au profil très 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 junior. C'était mon cas, j'étais vraiment très junior. C'est-à-dire junior au point que j'étais pas capable de faire un composant dynamique en React encore. Voilà, c'était à ce point. C'était encore très 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 compliqué. Et je dis à ce point, c'est pas facile quand on connaît pas évidemment. Mais c'est juste que c'est une base un peu en React, mais voilà, quand on atterrit dedans, on la maîtrise pas. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a des équipes qui savent prendre le temps et nous donner la chance de pouvoir faire ce qu'il faut. On va se quitter, on va voir s'il y a des dernières questions, mais vraiment, bah, globalement, Oui, merci. Bon, merci au public. Merci à toi, parce que franchement, bon, on avait préparé, hein. Donc, j'avais vu aussi le positionnement, la rigueur, voilà. et, euh, et le côté, ah bah voilà notre. Voilà. Bon, finalement, ce ne sera pas de Jessie, mais vous en aurez eu Ah, un. oui, oui. Parce que celui-là, il est blanc, et pas l'autre, pas Voilà. Jessie. Ouais. Et non, mais surtout, c'est un bouquin, il y a un chemin. Alors après, il est long, il peut être sinueux, mais il C'est ça. progresse et il faut une boussole. Et donc tu donnes des boussoles, en tout cas il y a ton chemin, et puis avec des grands repères, avec beaucoup d'authenticité et voilà, et d'humilité. Et je trouve que c'est très, très intéressant de présenter ce type de parcours pour montrer en fait, que c'est possible, quoi. C'est ça. C'est pas facile, mais en tout cas, pour le mot de la fin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas nul. Ne vous dites jamais que vous êtes nul. C'est juste que parfois, on n'a pas compris, on n'a pas réussi à trouver le moyen de progresser et c'est pas grave. Ça peut prendre du temps. Mais ne vous enfermez pas dans le je suis nul. Ça aide personne et souvent, c'est faux. Voilà. Pas mieux. Je vais couper la vidéo. Merci à tous. Merci à toi. À très bientôt. Replay bientôt disponible sur votre chaîne. Avec plaisir. À bientôt.